Bonjour tout le monde, bienvenue à la journée d'études Regard d'Asie sur la culture et la littérature au Québec. Je dis journée d'études, mais on pourrait peut-être parler de deux matinées d'études que Nathalie Watten et moi on organise pour le CRIL, donc on a réuni pour l'occasion plusieurs spécialistes de la littérature québécoise qui sont en poste en Asie ou au doctorat au Québec. Et donc, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci d'ailleurs à toutes les personnes d'avoir accepté nos invitations. On leur avait demandé soit de nous présenter une recherche en cours ou une réflexion sur les études québécoises à l'international. Ce matin, on aura donc une première séance présidée par Stéphane Martelly de l'Université de Sherbrooke qui va porter sur des études de cas qui va réunir Kazuko Ogura, Nao Sasaki, Junga Shin et Jin-Young Song. Demain, ce sera notre séance consacrée aux études québécoises en Asie. On aura d'abord une communication de Ashish Agniotri qui sera suivie d'une table ronde avec l'ensemble des participants au sujet de l'état de la recherche en littérature et culture au Québec, en Asie, aux défis que ça représente, mais aussi aux recherches pour projets en cours. Donc, je vous remercie à vous d'être là ce matin avec nous. Je cède immédiatement la parole à Stéphane qui va présider la séance. Oh, c'est un honneur pour moi. Je suis vraiment ravie d'attendre toutes ces chercheuses et leurs travaux sur le domaine de la littérature québécoise avec ce point de vue ce qui nous oblige à nous décentrer de nous-mêmes, alors que c'est un mouvement que je crois que nous espérons tous et toutes. Alors, moi, je vais surtout apprendre de vous. Je ne suis pas québéciste à proprement parler strictement, mais je serai très heureuse d'entendre vos présentations, vos différentes présentations. Voilà, j'y vais tout de suite en commençant par présenter Yunga Shin. Madame Yunga Shin a obtenu son doctorat à l'Université de Paris 3 en 2001 avec une thèse intitulée Du Racine galant aux racines classiques, essai de sociopoétique de la réception de Racine au XVIIe et XVIIIe siècle. En 2006, elle a été nommée professeure de français et de littérature française à l'Université Hamkuk des études étrangères HUFS, Séoul, Corée du Sud, où elle continue d'enseigner et de mener ses recherches. Elle est membre de l'Association coréenne des études québécoises depuis sa création en 2006 et en est actuellement la présidente pour un mandat de 2 ans à côté de 2024. Elle est membre du CIEF depuis 2010 et a régulièrement participé à des conférences pour présenter ses recherches, en commençant par le 24e Congrès international du CIEF à Montréal en 2010 et en continuant jusqu'au Congrès de 2023 à Hammamet en Tunisie. Ses recherches portent sur la littérature française classique, la littérature québécoise et la critique littéraire. Elle a publié plusieurs articles de recherche dans des revues coréennes et internationales, dont La condition humaine dans le temps sauvage, du temps sauvage au temps humain dans les cahiers Anne Hébert en 2012, De l'espace transculturel, le transculturalisme revisité à travers la littérature migrante au Québec, French Cultural Studies 2015, co-auteur, De l'explosion dans le transperce-neige de Jun Ho-bong, Sémiotica 2019, co-auteur, etc. Nous sommes ravis de vous écouter, Madame Chi. Merci de m'avoir présenté. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour participer aux journées d'études intitulées Regard d'Asie sur la culture et la littérature au Québec en tant que représentante des chercheurs coréens en études québécoises. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter brièvement l'un de mes projets de recherche en cours sur la littérature québécoise. Mais je vous dis que c'est vraiment un état d'ébauche pour l'instant. Depuis 3 ans, je me consacre à l'étude de la littérature jeunesse québécoise avec le soutien financier de la Fondation nationale de recherche de Corée. Comme vous le savez peut-être, la littérature jeunesse québécoise a vu le jour en 1923 avec la publication du roman de Marie-Claire Davelu, dont le titre est Les aventures de Perrine et de Charlot. Publiée initialement dans les pages de la L'Oiseau bleu, la première revue destinée aux enfants de 3 à 18 ans dans le Canada francophone, ce roman illustre de manière vivante la vie en Nouvelle-France durant la première moitié du XVIIe siècle
alliant fiction et réalité historique. Dans 2 articles publiés en 2022 et 2023, j'ai examiné les idéologies nationalistes diffusées par cette revue fondée par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, ainsi que les portraits historiques esquissés par Marie-Claire Davlu dans son roman. La fermeture de la revue L'Oiseau bleu en 1940 marque la fin d'une période pionnière de la littérature jeunesse québécoise, caractérisée par une forte influence de l'idéologie nationaliste. Selon Françoise Lepage, l'une des spécialistes de référence dans ce domaine, la littérature jeunesse de l'après-guerre et des années 1950 est souvent mal interprétée, avec l'idée erronée qu'elle demeurait dominée par la fiction historique nationaliste. En réalité, peu de fictions historiques ont été publiées à cette époque. Bien que l'histoire ne soit pas complètement absente, les goûts des lecteurs évoluent et la fiction commence à explorer de nouvelles formes telles que les romans d'aventure. Ainsi, la littérature jeunesse québécoise des années 1950 se caractérise par la coexistence de 2 tendances. D'une part, une tendance conservatrice soutenue par les clergés encore influents dans la société québécoise se manifeste à travers des hagiographies des saints et des romans destinés aux adolescentes. D'autre part, une dynamique nouvelle émerge dans certaines œuvres permettant à la littérature jeunesse québécoise de se libérer d'un cadre strictement didactique et moralisateur. L'ouvrage de Paul Davlu, L'été enchanté, est remarquable en ce qu'il marque le début de la modernisation du roman québécois destiné aux adolescentes, s'éloignant des tendances conservatrices et moralisatrices des romans de l'époque. Publié en 1958 aux éditions de l'Atelier à Montréal, il a remporté le premier prix dans la catégorie roman pour adolescentes lors du premier concours organisé un an auparavant par l'Association canadienne des éducateurs de langue française. Ce roman autobiographique raconte les premières amours d'une adolescente de 16 ans en vacances dans sa famille maternelle au Témiscamingue en 1935. Comme l'a souligné Edith Mador, je cite, « En fait, l'été enchanté, c'est bonheur d'occasion, fiction pour adolescentes. » Fin de citation. Ce roman a connu un grand succès, à l'instar du roman de Gabriel Roy. Cet accueil enthousiaste du public peut s'expliquer non seulement par la qualité littéraire de l'œuvre, mais aussi par la nouveauté qu'elle représente par rapport aux autres romans de l'époque. Dans cette présentation, j'évoquerai cette nouveauté à travers 3 dimensions, le temps et l'espace, le thème et le mode de narration, tout en m'appuyant sur les études précédentes dans ce domaine. Tout d'abord, en ce qui concerne le temps et l'espace, L'été enchanté se démarque des œuvres publiées dans les premières années de la littérature jeunesse québécoise. Comparons-le avec les aventures de Perrine et de Charlot de Marie-Claire Davlu. Tandis que Perrine et Charlot, 2 personnages principaux, vivent dans un contexte de Nouvelle-France, un temps et un espace éloignés de ceux de l'auteur et de son public, L'été enchanté se déroule en 1935 à Ville-Marie, où Rosanne, une jeune Montréalaise de 16 ans, est invitée par sa tante à passer des vacances au Témiscamingue. Certes, dans ce milieu rural, les mœurs demeurent encore ordonnées autour des valeurs familiales et de la vie paroissiale, ce qui peut donner l'impression que le roman s'inscrit dans une tradition classique de la littérature du terroir. Cependant, des éléments de modernité surgissent dans cet univers apparemment champêtre, fidèle à la tradition. Rosanne voyage de Montréal à Témiscamingue dans une voiture, à savoir une Packard grise avec la famille de sa tante, et son premier amour, le docteur Renaud, l'emmène au cinéma dans la ville anglophone voisine Haileybury pour voir un film intitulé Adorable.
Pendant l'été, les jeunes de Témiscamingue se baignent dans le lac en maillot de bain, hommes et femmes, malgré les réprimandes du prêtre du village pour ce qu'il appelle, je cite, les déshabillages en famille. Fin de citation. Ainsi, tout comme Rosanne, la société québécoise entreprenait son lent cheminement vers la maturité dans les années 1930. Abordons maintenant le sujet du roman. Comme je l'ai déjà mentionné, L'été enchanté raconte les premières amours de Rosanne pendant ses vacances d'été dans la maison familiale au Témiscamingue. L'objet de son affection est Yves Renaud, un jeune médecin récemment installé dans le village. Paul Dave, lui, explore la vie intérieure de Rosanne et décrit avec soin son évolution psychologique en tant que jeune fille amoureuse. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, défiant les conventions de l'époque où les femmes considéraient encore l'émancipation comme une hydre à sept têtes, pour reprendre l'expression de la narratrice, c'est Rosanne qui entreprend de séduire le médecin. Ces manœuvres de séduction aboutissent à des résultats concrets, décrits avec une grande richesse de détails par l'auteur. Par exemple, elle écrit, je cite, « Penché vers moi, il me regardait, tout sourire, quand, soudain, quelque chose passa de ses yeux dans les miens, quelque chose d'étourdissant, de vertigineux qui nous porta l'un vers l'autre, irrésistiblement. » Fin de citation. Comme l'a souligné Sébastien Chartrand, jamais dans la littérature du terroir on n'aurait osé décrire ainsi les émois du cœur. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que l'homme dont Rosanne tombe amoureuse ne sera pas son futur mari. Si L'été enchanté de Paul Davelu est une œuvre exceptionnelle dans l'histoire de la littérature jeunesse québécoise, c'est parce qu'elle dépeint pour la première fois le monde tel qu'il est perçu par une adolescente, permettant au lecteur d'entrer dans la psychologie de cette jeune fille. Du point de vue narratif, le choix d'un narrateur homodiégétique donne la parole à la protagoniste. Ce choix est inhabituel pour la littérature jeunesse québécoise de l'époque, où la plupart des romans privilégient un point de vue omniscient ou celui d'un observateur à la troisième personne. En introduisant une protagoniste narratrice qui utilise le jeu pour raconter sa propre histoire, Paul Davelu a réussi à faire avancer la voix adolescente dans ce genre littéraire. Cependant, il est important de noter que la narratrice n'est pas Rosanne à 16 ans, mais Rosanne devenue adulte qui se remémore ses années d'adolescence. Cette technique est astucieuse car elle confère à la narratrice le recul nécessaire pour porter un jugement sur cette folie de jeunesse, tout en atténuant l'impact de ses comportements susceptibles de déranger le clergé encore très présent dans l'édition à l'époque de la parution du roman. Pour conclure, premier roman d'une tétralogie consacrée à Rosanne, L'été enchanté, se termine sur une déception amoureuse et une fin ouverte, laissant présager une suite. Le dernier chapitre, parmi les 15 qui composent l'ouvrage, est dominé par une conversation entre la protagoniste au cœur brisé et sa grand-mère. Cette dernière cite le livre biblique de Job pour enseigner à sa petite fille une leçon de maturité à travers des expériences douloureuses. Bien que cette transmission directe de la morale par le dialogue puisse sembler similaire au premier roman de la littérature jeunesse québécoise, il est important de noter que la leçon ici n'est pas fondée sur une idéologie nationaliste ou sur des rôles traditionnels des femmes, mais plutôt sur l'importance d'apprendre à s'aimer soi-même à travers les amours des autres. L'auteur cherche ainsi à convaincre ses lectrices adolescentes, comme l'a fait la grand-mère de Rosanne, que
Même si l'amour échoue, cela peut être une expérience bénéfique car elle les conduira vers la maturité. Exceptionnel dans sa tonalité plus moderne, comme nous l'avons examiné sous 3 aspects, l'été enchanté se distingue également par ses leçons de morale adaptées aux jeunes filles qui cherchent leur place dans une société tout en mutation. Merci de votre attention.